Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. Durant son enseignement, Lacan a fait de multiples références à Rabelais. Il s'est notamment réjoui de ce que ce soit de nos jours qu'enfin Rabelais soit lu, à partir de son rire et de la langue truculente qui le porte. À l'occasion de la nouvelle et récente édition de Tout Rabelais, ce volume qui, comme son nom l'indique, rassemble l'ensemble des textes qui nous sont parvenus à ce jour de l'œuvre de François Rabelais, le Divan dans le Monde accueille Raphaël Kaplen, translateur du tiers livre de l'ouvrage établi et coordonné par Romain Ménini. Pas de quoi rire en revanche pour l'Écho de la culture, puisqu'il est consacré au film Civil War, réalisé par Alex Garland. Et c'est aussi sur la guerre que porte l'actualité de la psychanalyse, puisque nous évoquerons le dernier livre de l'historien Hugo Micheron, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. Ce discours minoritaire dans l'islam, mais qui se veut hégémonique et qui a des effets bien réels. C'est parti. Raphaël Kaplen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous voyez, on a une actualité qui est avec Lacan, le dernier enseignement de Lacan, qu'on considère que ça n'est pas un hasard qu'on lise aujourd'hui Rabelais. Et c'est aussi l'avis de Romain Ménini qui a dirigé cette édition, dont vous êtes un des translateurs en tant que historien de la littérature. Et vous avez en particulier traduit le tiers-livre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a eu besoin de cette nouvelle édition? Alors, pour vous répondre un peu trivialement, derrière cette édition, il y a une commande. Ces bouquins qui souhaitaient avoir à son catalogue Rabelais. De même que ce titre, Tout Rabelais, est aussi un titre d'éditeur. Bouquin a fait tout Saint-Simon, tout César, tout Molière récemment. Donc ça, c'est le côté trivial de l'affaire, on va dire. C'est une demande, ils ont été voir Romain Ménini pour lui demander s'il ne voulait pas diriger quelque chose autour de Rabelais. Après, ce qu'on a essayé d'en faire, une fois ce contrat signé, si on peut dire, c'est de redonner, 50 ans après, une édition assez parallèle à celle-là. Il y avait eu, il y a 50 ans, dirigée par Guy Demerson, une édition des œuvres complètes de Rabelais, déjà des œuvres complètes, et déjà avec une adaptation, translation, traduction, on va voir comment on peut l'appeler, en français moderne. Mais c'était il y a 50 ans. Donc il paraissait utile de le refaire de nos jours, 50 ans après, donc, en espérant améliorer la translation de l'époque. On a beaucoup travaillé sur ce livre qui nous a servi un peu de modèle, mais on a essayé d'améliorer la translation, et je pense qu'on y a réussi, et c'est pas une grande gloire, parce que 50 ans après, heureusement qu'on peut essayer de faire un peu mieux. Alors peut-être on peut parler du livre lui-même, comment il se présente. Donc oui. En page de gloire à droite, le texte original, et en passe de gauche, la translation. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, expliquer la différence entre translater et traduire? Oui, alors c'est un pur voilà, c'est un pur artifice. Le mot translation veut dire traduction. Au XVIe siècle, un traducteur est un translateur. Mais plus à notre époque. Et donc le mot permet d'éviter traduction parce que ce serait un peu trop ambitieux que de dire qu'on traduit Rabelais. On passe d'un état de langue à un autre état de la même langue.
Et donc par moment, la translation n'est qu'une adaptation en français moderne, n'est qu'une modernisation de l'orthographe, n'est qu'une modernisation de la syntaxe. On trouble un peu l'ordre des mots, ou plutôt on remet l'ordre des mots dans un ordre plus moderne, plus aisément lisible. On change parfois un mot pour un autre, pour éviter un mot ancien devenu illisible, incompréhensible, par un mot plus moderne, ou un mot qui a changé de sens entre deux. Et donc c'est parfois assez minimaliste, d'où le fait de ne pas dire qu'on traduit, parce que c'est trop minimaliste. Et à d'autres moments, en revanche, on est obligé de faire un peu plus, et là, ça s'apparenterait peut-être à un ersatz de traduction. Alors une des spécificités, semble-t-il, de cet ouvrage, c'est aussi le choix de la mise en page, avec finalement un désir particulier d'emmener vers le texte originel. Oui, le choix de mettre en belle page le texte original de Rabelais. La belle page, c'est toujours la page de droite. C'est cette page-là que l'œil regarde naturellement. C'est la page la plus commode à lire quand on a un livre ouvert face à soi. Et usuellement... Gros comme celui-là. Voilà, surtout un gros pavé comme celui-là. 2000 pages. Oui, c'est une belle arme de défense. Donc, souvent, on regarde à droite. Et donc, on met habituellement le texte original à gauche et en belle page la traduction. Nous, on a mis le beau texte, le plus beau texte des deux, c'est-à-dire celui de Rabelais en belle page, et la translation, qui est surtout un texte-outil, un texte béquille, une aide pour entrer dans Rabelais, parce que qui nous accompagne à la lecture, qui accompagne le lecteur finalement à revenir au texte. Avec l'espoir que l'œil soit emporté vers la droite et que de plus en plus le lecteur regarde le texte original, qu'on a réédité à neuf aussi. Et donc c'est assez amusant d'avoir à la fois un texte adapté, aménagé, accommodé pour le lecteur moderne, et en face un texte qui est quasiment un texte de très, très puriste. On a fait le moins d'interventions possible sur le texte original. On a bien sûr respecté l'orthographe, parce que l'orthographe a une grande importance pour Rabelais. C'est quelqu'un qui a développé notamment un système orthographique à son époque, qui a ce regard très minutieux sur l'orthographe, et la graphie de certains mots était très importante pour Rabelais. Donc on a essayé d'être hyper puriste à droite, et beaucoup plus grand public, si l'on peut dire, à gauche. C'est un ouvrage hybride, vous nous expliquez aussi, à maints points de vue. Oui, en effet, parce que dans la grande tradition de la transmission du texte de Rabelais, il y a en gros deux grandes voies qui se dessinent. La voie qui veut rendre Rabelais accessible au plus grand nombre. Et dès le XVIIIe siècle, on a un Rabelais moderne, une édition qui s'appelle Le Rabelais moderne, et qui se veut une modernisation du texte de Rabelais, en fait assez légère, mais malgré tout, c'est ce qui est affiché. Aider à lire Rabelais, un texte difficile, dès le XVIIIe siècle. Et donc, il y a toute une vague de cette modernisation de Rabelais. Au XIXe siècle, par exemple, George Sand rêvait d'un Rabelais expurgé pour le mettre dans les mains du plus grand nombre de lecteurs. Et de lectrices aussi. Et donc, à côté de ça, il y a aussi tout un courant du Rabelais hyper puriste, le Rabelais quasiment de l'entre-soi. Et cette relation-là, elle est assez importante. Je pense qu'elle vient aussi du texte de Rabelais, que d'essayer de créer une forme d'entre-soi avec le lecteur. On a toujours l'impression, les Rabelaisans, les lecteurs de Rabelais ont toujours l'impression d'être les rares élus qui lisent encore le texte du maître, pour le dire vite. Et donc un Rabelais qui se voudrait plus puriste, pourrait même oser le mot élitiste, et donc d'avoir dans ce volume à la fois un Rabelais grand public parce qu'on aide à le lire avec la translation, et un Rabelais très annoté en fin de volume. C'est peut-être aussi une des différences par rapport à, je vous disais, l'édition translation des années 70, qui était un peu annotée mais qui était très contrainte à ce niveau-là. Le fait d'avoir, on a plusieurs centaines de pages de notes à la fin, qui donne le substrat savant de l'écriture de Rabelais, qui invite à aller lire à travers Rabelais tout un tas d'autres livres, parce que le livre de Rabelais, c'est un peu un livre des livres, qui nous emmènerait volontiers à relire toute la culture antique, à relire bien des textes contemporains. Et ça, cet accès-là, il n'est possible aussi qu'à travers une annotation. Alors, justement, peut-être on peut revenir à ce qu'on a coutume de dire. Il me semble que Rabelais intervient
entre deux époques, le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est en tout cas ce qu'on a coutume de dire, et je crois que vous remettez en question justement ce préjugé. Non, il est de plein pied dans la Renaissance. Enfin, pour resituer peut-être rapidement Rabelais, il naît vers 1500, il meurt en 1553, donc en gros, il parcourt la première moitié du XVIe siècle. Il écrit entre 1532 et 1552, donc sur une vingtaine d'années, le règne de François Ier, le règne d'Henri II. Donc il est vraiment l'émanation de cette époque-là. Il a notamment, il se reconnaît des maîtres très volontiers. Guillaume Budet, à qui il écrit une lettre quasiment d'admirateur dans les années 1520. Qui figure voilà, dans l'œuvre. C'est un collègue, Claude Lacharité, qui a édité toutes ses œuvres annexes, parce que dans tout Rabelais, on a aussi voulu que... Habituellement, les gens ne connaissent de Rabelais que Gargantua, Pantagruel, éventuellement le tiers et quart livre, c'est-à-dire 3e et 4e livre. On a voulu donner davantage et montrer qu'il y avait une grande cohérence aussi entre le Rabelais de la fiction vernaculaire et le Rabelais qui édite des textes, qui est un bel humaniste en fait, qui donc édite des textes comme le texte d'Hippocrate, un texte d'épître médical d'un médecin contemporain qui s'appelle Manardi. Donc il fait tout ça en latin, en grec, et que les deux vont ensemble. Rabelais, d'un côté Rabelais, l'écrivain populaire, on pourrait le dire comme ça, puis de l'autre Rabelais le savant, Rabelais le médecin. Oui, sauf que l'écrivain populaire est aussi l'écrivain savant. Voilà, c'est une des spécificités de cette édition, c'est d'avoir respecté la chronologie qui montre qu'en parallèle, il y a plusieurs vies et plusieurs Rabelais finalement, qui sont évidemment le même homme, mais qui permettent de comprendre peut-être la fonction de l'écriture pour lui, qui permettent de comprendre la fonction de la poésie aussi, alors qu'on a des choses très techniques, scientifiques, d'éditeurs, ou son travail d'éditeur, vous disiez de grammairien peut-être aussi, oui. De correcteur aussi. Oui, il a été correcteur d'imprimerie, correcteur d'édition, il a fait du travail de petite main sur de l'édition de textes. Mais pour revenir sur Rabelais, écrivain populaire, je le formulerai peut-être différemment. Dans son texte, il y a peut-être deux grands aspects. Il y a d'un côté une forme de transparence et d'évidence. Il y a des blagues, des traits d'esprit qui font mouche. Et dans ce cas-là, on a juste éventuellement à aider à la lecture, mais pas à en dire grand-chose. Et à côté de ça, il y a tout un humour hyper savant, allusif, référencé. Et d'où la nécessité, là, d'avoir des notes qui expliquent. Même si on a coutume de dire qu'une blague expliquée n'est pas une bonne blague, est une blague ratée, je pense tout l'inverse de ça, en fait, de ce lieu commun-là. Je pense que une blague expliquée, parfois, on l'emporte avec soi, elle mature plus longtemps. Là où l'humour transparent aussi est un humour qui peut passer très vite. D'où la nécessité aussi d'avoir une annotation solide, scientifiquement très solide, très pointue, pour aider à comprendre ce feuilletage de l'écriture, ce feuilletage de la lecture, qui va du plus transparent au plus crypté. Bon, on reviendra sur cette érudition du rire dans la deuxième partie de notre émission, puisque nous accueillons maintenant France Jégu pour l'écho de la culture. France, bonjour. Donc, tout le monde vous connaît dans Studio Lacan, je ne vous présente plus. Merci. Vous allez nous présenter un film qui ne fait pas l'unanimité. Voilà, je vais vous parler de Civil War, donc qui est le film du Britannique Alex Garland, qui est sorti en salle début avril et qui était très attendu, mais qui justement ne fait pas l'unanimité, comme vous dites. Il divise beaucoup. D'abord, il a été d'une certaine manière très mal reçu par certains et au contraire très apprécié par d'autres, mais surtout c'est un film qui semble avoir pris ses spectateurs de court, au point que personne ne s'accorde à son sujet, y compris
sur justement le thème qui est traité par ce film. D'aucuns se demandent si ce serait pas un road movie, par exemple. D'autres disent c'est plutôt un film de guerre. Et en effet, on a des scènes de combat qui sont tout à fait spectaculaires et magnifiquement filmées. Il y en a, et ce sont plutôt les esprits chagrins qui en critiquant le film, disent c'est pas un film, c'est simplement le prélude à un jeu vidéo qui va être mis en ligne bientôt. Et enfin, et c'est un peu la question qui nous occupe, on s'est demandé si c'était un film politique. Alors, ça parle de quoi, France ? Alors oui, l'intrigue quand même, elle est très simple, c'est l'histoire d'un road trip, celui d'une équipe de journalistes qui traverse les États-Unis, justement les États-Unis en proie à une guerre civile contemporaine. Alors nos deux protagonistes, c'est Lee, qui est incarnée par Kirsten Dunst, qui est photographe, elle est photographe de guerre, et son compagnon, c'est Joel. Et tous les deux, ce sont des journalistes aguerris, la cinquantaine, et ils vont embarquer leur vieux mentor avec eux, Sammy, et la jeune Jessie, qui est une photographe novice, une grande admiratrice de Lee. Et donc, ils les embarquent tous les deux dans leur voiture de presse. Et pourquoi ? Parce que Joel et Lee ont prévu de conduire jusqu'à Washington, de New York à Washington, en faisant un détour, parce qu'il y a des barrages partout. Et leur idée, c'est de tenter d'arracher une dernière interview au président Félon, qui, bien sûr, a des faux airs de Donald Trump, et dont tout le monde sait, dès le début du film, là, de ce point de vue-là, il n'y a aucun suspense, on sait qu'il sera bientôt vaincu et exécuté par des insurgés. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un film politique. Non, alors effectivement... 3 ans après l'assaut des milices trumpiennes sur le Capitole, on s'attendrait à ce que le film développe une thèse politique, surtout, si j'ose dire, avec un titre pareil. Mais Civil War n'est pas un film politique, et c'est d'ailleurs ce qui invalide bon nombre des critiques qui ont été adressées à son réalisateur. Il me semble, moi, que Garland fait exprès, par exemple, de ne pas exposer les raisons de la guerre civile, fait exprès de ne pas revenir sur les agissements du président, on ne sait pas grand-chose de tout ça. Et de même, il invente une alliance très particulière, l'alliance de l'État de Californie avec celui du Texas, qui est absolument impensable dans la réalité actuelle. Et il me semble que le lui reprocher, d'ailleurs, comme ça a été fait par nombre de critiques, c'est d'une certaine manière lui dénier le droit à faire œuvre de fiction, ce qui est quand même assez surréaliste. En tout cas, pour toutes ces raisons, je dirais que, effectivement, toutes ces raisons montrent que le propos du film n'est pas, en effet, politique. C'est pas une réflexion politique contemporaine sur les États-Unis. À mon sens, ce que ce film donne plutôt à voir, il donne plutôt à voir une nation, donc les États-Unis, aux prises avec son histoire. Ce que Lacan, en son temps, avait épinglé comme l'anistorisme des États-Unis. It's not our story. C'est Lee qui dit ça à Joel à un moment donné, parce que Joel veut s'attarder sur la scène des combats. Elle lui dit non, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Il est souvent question de ce que c'est que la story, et j'ai envie de dire que toute la question est là. En effet, quelles sont les photos que Lee ou Joel vont conserver de ce conflit, parce qu'il est beaucoup question des photos qu'on garde, celles qu'on efface. Qu'est-ce qu'on va léguer comme photo à la postérité ? Quelle histoire, somme toute, va-t-on raconter ? Et ce que le film montre, en définitive, ce sont les rapports complexes que les États-Unis entretiennent avec leur passé. Un passé dont on pourrait dire, pour le dire vite, mais quand même, que c'est un passé systématiquement rejeté depuis l'indépendance des États-Unis. Donc, il s'agit peut-être de la guerre de sécession ? Alors, bien sûr, Civil War, c'est un film qui se situe dans un futur proche, mais c'est un film qui fait, vous avez raison, surtout résonner les échos d'un passé lointain, bien sûr, celui d'une guerre civile qui, pour le coup, a vraiment eu lieu, la guerre de sécession, qui a déchiré le pays, donc dans la seconde moitié du 19e siècle, entre le nord des États-Unis, les États du Nord et les États du Sud, qui voulaient faire sécession. Alors, en cela, Civil War, c'est pas du tout un film de guerre classique, comme on en connaît, comme Hollywood en a fabriqué à l'appel, un film où on verrait donc une Amérique unifiée, qui se bat contre un ennemi commun, identifiable. On pense au film, l'Amérique contre les nazis, l'Amérique contre les Indiens, les Japonais, les communistes, etc.
Les aliens, absolument, il y a les aliens aussi. Ne les oublions pas. Donc, c'est pas du tout, de ce point de vue-là, un film classique de guerre. Ici, l'Amérique, elle se bat contre elle-même et contre sa difficulté à faire nation. Et j'en veux pour preuve donc une scène clé absolument glaçante qui a été beaucoup commentée dans le film, où on voit un insurgé, carabine à la main et lunettes roses sur le nez, qui est devant un charnier et il somme nos protagonistes, donc Lee, Joel et Jesse, de prouver leur américanité. Il leur dit « Quel Américain êtes-vous » Et en fonction de la réponse, voilà. Alors donc ce que le film montre finalement, c'est un passé rejeté, on va dire forclos, nous on dirait forclos, Lacan dirait forclos, un passé forclos qui fait retour. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à un happy end. Non, alors il n'y a pas de happy end, vraiment pas. J'en veux pour preuve le mot de la fin qui nous vient de la bouche même du président, qui est à terre. Et juste avant d'être exécuté, il supplie Joel, qui a donc réussi son pari, qui est arrivé jusqu'au président. Il lui dit « Please don't let them kill me ». Alors c'est en pure perte, puisque la mise à mort... On ne le dira pas parce qu'on ne veut pas divulgacher. Bon, ben c'est fait. Non, on n'a rien entendu, on coupera en montage. Mais c'est pas grave. Donc, le film se termine finalement sur un dernier cliché de Jessie, donc la jeune photographe qui prend du galon pendant le film. Donc un cliché en noir et blanc. Elle photographie en noir et blanc. Lee, elle prend des photos en couleur. Il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas notre propos. En tout cas, ce qui frappe avec cette dernière scène, c'est à quel point finalement on a l'impression d'en être revenu à l'époque de la conquête de l'Ouest. On a vraiment cette impression-là, puisque le cliquetis de l'appareil photo se confond vraiment avec le bruit des balles qu'on entend. Celle-là, la balle fatale, et les balles qu'on a senties, qu'on a entendues bien avant. Donc, au point finalement où on pourrait dire que cette histoire se clôt sur une sorte de morale de cow-boy pionnier d'une certaine manière. On efface tout et on avance. On efface tout et on avance. Voilà. Merci France. Cette haine ignorée du même est portée par une haine viscérale en fait envers le semblable, on peut se dire ça. Alors revenons à Rabelais. Je ne sais pas ça nous fait une transition parce qu'on a quand même une grande unité stylistique de genre dans le film tel que France Jégu nous l'a rapporté. Et on passe à un auteur qui a une multiplicité de styles, de genres, qui peut alterner le rire, la guerre aussi, la médecine, et y compris dans une œuvre romancée, qui est capable d'alterner des tableaux extrêmement variés. Ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, il y a un mélange des genres, et que ça c'est tout à fait particulier chez Rabelais. Oui, sur les 4 livres qu'il fait paraître de son vivant, il a cet art de se réinventer sur chacun des livres. D'où l'intérêt peut-être aussi de le lire dans l'ordre des livres tels qu'ils ont été écrits, Pantagruel, Gargantua, Tire-Livre, Quart-Livre, pour voir comment Rabelais, dans Gargantua, semble refaire Pantagruel différemment, change entièrement sa manière... Gargantua étant le père de Pantagruel. Voilà, tout en revenant en arrière d'un point de vue chronologique. Mais le premier livre est presque une sorte de d'essai, pour prendre un terme complètement anachronique, un peu punk. C'est peut-être le livre le plus punk de Rabelais, enfin le plus provocateur. Gargantua est un peu plus moral, a des soubassements idéologiques peut-être un peu plus affirmés, même si Rabelais n'écrit jamais de roman à thèse. Et puis dans le tiers-livre, il change entièrement. C'est un livre du dialogue, le tiers-livre. C'est un livre de l'angoisse. 10 ans ont passé, les personnages ont vieilli, Rabelais a peut-être vieilli. Panurge a vieilli. Panurge a vieilli, oui. Panurge il veut se ranger, il veut se marier. Oui, il ne veut pas rester seul. Et il a une grande peur, c'est celle du coquillage, et il a une grande peur qui est celle de choisir une vie aussi, de faire son choix. Il aimerait qu'on fasse son choix pour lui, enfin... et puis dans le quart-livre, Rabelais va reprendre une autre forme, celle du récit de voyage. Et à chaque fois, sachant que le point commun peut-être entre toutes ces formes, le récit de vie, le récit de guerre, le roman de chevalerie, la poésie, les dialogues, c'est d'être à chaque fois, le récit de voyage, c'est d'être à chaque fois des parodies. Cet art de décaler la forme et de la réinventer de l'intérieur. Alors, vous dites parodie, justement, moi j'allais vous proposer quelque chose pour parler des rires de Rabelais, puisque
Pierre faisait remarquer la polyphonie, la polysémie peut-être de Rabelais. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le rire de Rabelais est un rire ironique ? Oui, mais je serais d'accord en fait avec toutes les qualifications que vous pourriez mettre après la suite du rire de Rabelais. Enfin, puisqu'il y a des rires cynique de Rabelais. Aussi, vous diriez ? Parce que moi, je vous dis cela en pensant à quelque chose de précis dans l'écriture. Peut-être que ça dépend ce qu'on veut dire de l'ironie ou pas. Dans le tiers-livre, par exemple, puisque c'est le livre que vous avez translaté vous-même, il y a toute un travail Panurge pose des questions à Pantagruel et à tout un tas de monde pour savoir s'il va se marier, et puis il finit par revenir, par jouer au dé le vers, pour trouver un vers qui va lui dire s'il doit le faire ou pas, un vers de Virgile, et puis l'un et l'autre lisent le vers de Virgile qu'ils interprètent à chaque fois de manière différente. Et au fond, c'est quelque chose qui tend à montrer quand même que l'interprétation est toujours, n'est jamais close, hein, disons. Et ce que je dirais comment la figure que montre l'ironie, c'est-à-dire l'écart entre l'énoncé et l'énonciation. L'ironie, c'est alors que le cynisme, ça pourrait être peut-être, ça sert à rien. De parler, d'écrire, si vous voulez, si je le définis comme ça. Il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est dans la plaque de bronze qui est retrouvée, qui aurait été retrouvée dans les fondations de l'abbaye de Thélème, alors que l'abbaye de Thélème, finalement, est connue surtout pour l'assertion « fais ce que tu voudras ». Hein. Il y a une plaque écrite en bronze, donc ineffaçable, quelque part, sur le bronze, ça ne s'efface pas, on la retrouve très longtemps après, qui finalement dit « ça ne coïncidera jamais ». Qui dit, sur la plaque, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle dit finalement, il y a eu toute cette utopie, mais enfin, tout ça, il y a toujours quelque chose Ce qu'il retrouve dans les fondations de Thélème, c'est l'énigme en prophétie. Voilà. C'est le long poème qui clôt Gargantua, voilà. Et qui lui aussi est interprété de manière différente. Voilà, et pointe ça, cette interprétation qui n'est jamais close. Oui, il y a un goût chez Rabelais de la... Alors, le tiers-livre, pour moi, c'est un grand roman sémiologique sur la surabondance des signes. Tout peut faire signe. Et tout signe peut être interprété en tout sens, presque. Et à la fin, il s'agit de faire son choix. L'important est de savoir ce qu'on veut. Oui, voilà. Ce que dit le philosophe à Panurge au moment de se marier. Finalement, le destin va décider tellement de choses qu'au moins, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, alors, c'est la dimension psychanalytique. Le philosophe est un philosophe sceptique. Oui. Ce qui, en plus, se situe au moment où on redécouvre le scepticisme à la Renaissance. Vraiment, c'est le tout début de la redécouverte du scepticisme. Et donc, forcément, d'un philosophe sceptique, on peut difficilement attendre une réponse très tranchée. D'ailleurs, il a ce jeu de mots, philosophe. Oui, alors, le philosophe, c'est un truc de l'adaptation en français moderne. Parce que j'ai regardé, je crois qu'il était dans le texte original, je ne sais plus ce qu'on a traduit par philosophe. Est-ce que c'est morosophe le mot original, morosophe, le Sophia, et moro, la folie, ou le liphrolophe aussi, je crois, qui est une sorte de déformation. Rabelais joue comme un pseudo-lapsus entre un liphrolophe et un philosophe. Donc je ne sais plus lequel des deux on a traduit ainsi, mais ça vraiment, philosophe, c'est un jeu de mots de l'adaptation en français moderne. D'accord. C'est ce qui mènera Panurge à déclarer qu'il est fou lui-même, et que tout le monde est fou. Oui, il y a un personnage de fou marquant à la fin du tiers-livre, c'est Triboulet. Triboulet, oui. La grande figure de Triboulet qui est reprise. Et là, Rabelais se situe sans doute aussi dans la filiation d'Erasme, toujours d'Erasme, l'éloge de la folie. Mais la folie d'être soi-même. Il y a un nom pour ça chez Erasme, j'ai plus sous les yeux, mais avec aussi A-U-T-I-E comme terminaison. On pourra retrouver, mais je peux le retrouver. La philotie ? Philotie, oui, c'est ça. Ah, oui, non, ça c'est une autre forme de folie, mais qui est assez peu joyeuse, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. Mais vu comme orgueil, sur une tradition de discours, de condamnation
de l'orgueil et de la passion de soi-même. Alors, je vois que le temps passe, peut-être on pourrait parler de la langue de Rabelais, qui est vraiment une langue, comment dire constamment inventive. Oui, c'est ça. On doit à Rabelais des centaines et des centaines de néologismes, néologismes de forme, néologismes de sens. C'est assez simple, hein, quand dans un dictionnaire, on voit comme date de première attestation d'un mot des dates comme 1532, 1535, 1546, Rabelais. 1552. Vous pouvez vous dire c'est Rabelais. Et ça vaut pour des centaines de mots. Romain Ménini, qui a dirigé le volume, a coutume de dire que Rabelais a l'oreille absolue de la langue, et je pense que c'est l'expression parfaite pour désigner ce génie linguistique. En fait, c'est quelque chose d'inventer des mots. En fait, tous les auteurs du XVIe siècle inventent des mots. C'est peut-être une des grandes différences avec, on va dire, le moment classique ensuite au XVIIe siècle, où on travaille sur un lexique plus restreint. Ici, tous les auteurs contemporains de Rabelais ont cette liberté de réinventer le langage, d'inventer, de choisir son mot pour soi, et de jouer avec la forme des mots. Le talent de Rabelais, c'est pas simplement d'en avoir inventé des centaines, c'est que autant soit resté dans l'usage. Et c'est là où il faut justement avoir cette forme d'oreille qui permet d'entendre le mot qui restera. Le mot utile aussi, le mot nécessaire, le mot qui permet de dire une chose et qui manque. Le mot qui manquait à la langue. Notre dictionnaire, celui qui manque à la langue, mais celui aussi qui a une forme de beauté, parce que les mots restent aussi pour leur beauté, parfois. Oui, il y a un plaisir aussi de prononcer le mot. Il y a quelque chose du... On goûte la langue avec Rabelais. Oui, c'est un des grands stylistes. Il a inventé, là c'est Mireille Huchon, une grande éditrice de Rabelais, qui parle beaucoup de la prose d'art. Justement contre cette idée d'une écriture qui viendrait de l'oralité, qui serait qu'une sorte de... Dans les mélanges de langues de Rabelais, on a parfois beaucoup insisté sur cette dimension-là. Elle insiste sur le fait que Rabelais veut inventer une grande prose d'art sous le règne de François Ier. Alors, il y a quelque chose qui m'a amusé aussi, c'est les équivoques chez Rabelais sont notés. J'ai regardé dans le texte et dans la translation, à chaque fois il y a l'équivoque et il y a la deuxième écriture de l'équivoque. Par exemple, dans le tiers-livre, je me souviens de celle-là là, tout de suite, dans le tiers-livre, Panurge commence à se dire qu'il va falloir vraiment qu'il s'occupe de ses affaires, et il y a le jeu de mots où il va s'occuper de ranger ses affaires sur son bureau, et il dit, je ne sais plus comment c'est tourné, mais il a la formule d'à propos. Et à côté, c'est écrit dans la langue même de Rabelais, à propos. Il y a les deux, dans l'équivoque, l'écriture est notée âpre au pot, et ensuite à propos. Vraiment, il accompagne le lecteur pour qu'il entende l'équivoque, mais l'équivoque est écrite. Oui, il pousse le calembour, il ne le fait pas à chaque fois, mais... En tout cas, un certain nombre de fois, parce que ça m'a frappé dans la lecture. Oui, il rend visible le jeu de mots, je pense. Ouais. Ce qui est une manière de l'intensifier, je ne sais pas trop. C'est à la fois une invention de langue et un concassage aussi, il faut bien dire, de la langue jusqu'au non-sens. C'est en ça qu'il est... Vous n'allez pas aimer, mais il est très actuel. Oui, il est très actuel et il est très inactuel. C'est ça. Parce que vous saviez que j'allais répondre. On pourra finir sur ce mot. Oui, sur ce jeu de mots. Écoutez, je vous remercie vraiment pour nous avoir accompagnés dans cette lecture de Rabelais. Alors, le 24 février dernier, Pierre, assis à ma gauche, a accueilli dans ce studio notre collègue Philippe Carpentier pour une actualité de la psychanalyse autour du livre de l'historien Hugo Micheron, Entre colère et oubli. Nous diffusons aujourd'hui cette chronique. Philippe Carpentier, bonjour, merci de nous rejoindre.
vous allez nous parler du rendez-vous manqué du monde arabo-musulman avec la modernité et ses conséquences. Notamment, oui. Bien, de nombreux spécialistes, qu'ils soient politologues, islamologues, tentent d'interpréter l'irruption d'un islam fondamentaliste incarné ces dernières décennies par l'État islamique. Certains d'entre eux ont contribué à la connaissance des prémices de ce phénomène avant même la déflagration mondiale du 11 septembre 2001. C'est le cas, par exemple, d'Amin Maalouf, chrétien libanais de langue arabe, romancier, auteur du livre « Les identités meurtrières », publié en 1998. C'est aussi Bernard Lewis, qui publie, à la veille du 11 septembre, « Que s'est-il passé? L'islam, l'Occident et la modernité ». C'est encore, la liste n'est pas limitative, plus proche de nous, Gilles Kepel, qui argumente la thèse d'une radicalisation de l'islam, face à Olivier Roy qui défend celle d'une islamisation de la radicalité. Tous signalent l'emprise du religieux sur le ratage de la rencontre du monde arabo-musulman avec la modernité et ses conséquences, le maintien d'un ordre symbolique qui reste intouché, là où en Occident cet ordre vacille quand il ne s'effondre pas. Leurs analyses portent en ce sens sur les enjeux des processus civilisationnels. Plus récemment, Hugo Micheron, élève de Gilles Kepel, publie « La colère et l'oubli ». Il documente avec précision l'installation progressive d'un djihadisme européen au sein de démocraties qui peinent à prendre la mesure d'un phénomène qui les ballotte donc de colère en oubli. Micheron théorise deux phases de l'activisme djihadiste. Je le cite, « Les militants ont alterné entre deux périodes d'activisme distinctes, des phases d'action et d'expansion, quand ils s'estimaient en position favorable, des phases de repli et de reconfiguration quand ils se sentaient en position de faiblesse. Ces variations entre flux et reflux rappellent pour lui le cycle des marées. » Autant dire que l'auteur ne diagnostique pas une fin de l'histoire, cette fameuse fin de l'histoire, du djihadisme pourtant maintes fois annoncé. Publié en avril dernier, son analyse ne peut documenter le pogrom du 7 octobre mené par le Hamas, émanation, comme chacun le sait, ou comme chacun peut le savoir, des frères musulmans. Son livre soulève notamment le problème des libérations à venir des nombreux terroristes incarcérés et les conditions d'une possible déradicalisation. Alors il y a aussi des attentats à Paris, celui de la Tour Eiffel il y a quelques mois et pas plus tard qu'il y a une semaine et demie. Week-end dernier, oui. Oui, alors je vais revenir sur celui de la Tour Eiffel qui a eu lieu le samedi 2 décembre. Armand Rajapour Maguindoab, l'auteur, âgé de 26 ans, étudiant en biologie, est titulaire d'un bac S et d'une fiche S. Il a déjà été condamné à 5 ans de prison pour un projet d'attentat au sortir de son adolescence. Il n'est pas le premier radicalisé, tel Chérif Kouachi, donc Charlie Hebdo, à commettre un tel acte après sa sortie de prison. La radicalisation de ce jeune homme remonte à 2016, suite à ses échanges avec un ami, futur djihadiste de l'État islamique, depuis installé en Irak. Il partageait une passion commune pour la photographie de graffiti dans le RER, passion soudainement délaissée au profit d'un intérêt exclusif pour les chants religieux et la propagande de l'État islamique. L'enquête met à jour, outre ses recherches Internet récentes sur la Gay Pride et la fabrication des bombes au phosphore, ses échanges avec l'un des assassins du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il entretient également des liens avec le meurtrier d'un couple de policiers à Magnanville et discute avec l'assassin de Samuel Paty 2 semaines avant l'exécution de ce dernier. S'écrivent ainsi les coordonnées, certes particulières, de son réseau social.
En 2017, lors de sa première arrestation, l'expert psychiatre ne diagnostique pas de troubles psychiatriques et note, sans craindre la contradiction, une personnalité pathologique de type schizoïde. Il souligne néanmoins la difficulté à évaluer la véracité, je cite, de son désengagement religieux affiché. De leur côté, les magistrats, lors du rendu du jugement, croient percevoir un renoncement, je les cite eux aussi, à faire la djihad ou tout autre acte de même nature, mais précisent que la déradicalisation reste manifestement fragile. Tout au long de sa première détention, il aurait entendu des voix, il est sous traitement neuroleptique, interrompu en 2022, 2 ans donc après sa sortie de prison. Malgré le flou de l'expertise, la problématique psychiatrique ne fait pas de doute, mais la prise en compte des modalités d'inscription sociale de ce jeune homme est manifestement inconsistante quand elle n'est pas négligée. Commentant cette affaire, je reviens donc au livre d'Hugo Micheron, celui-ci réfute la thèse de l'acte d'un loup solitaire. Il souligne la difficulté récurrente à prendre la mesure de ce discours politico-religieux et relève une série de signes qui témoignent d'une cohérence idéologique qui l'inscrit dans la cohorte des auteurs des attentats antérieurs. Il retient ainsi le choix hautement symbolique du lieu, la Tour Eiffel, cible privilégiée du discours de Daesh. Le nom dont l'auteur s'est auto-baptisé, Abu Taha, en référence à l'Afghanistan, centre opérationnel du terrorisme depuis la victoire des talibans, son passage enfin par la prison ainsi que les liens tissés avec d'autres terroristes. Déduisons des remarques de Micheron l'invitation à défaire une perspective qui ferait du religieux, j'insiste sur ce point, le simple instrument d'une idéologie de domination. En d'autres termes, un prétexte disponible sur le marché des idéologies susceptibles de répondre à ce qui serait le nihilisme contemporain. Est-ce qu'un auteur comme Olivier Roy fait fautivement sienne sous les termes d'une islamisation de la radicalité? Comme si, finalement, une logique discursive ne pouvait être porteuse en elle-même d'une force prescriptive, d'une impérativité. Alors bon, jusque-là, ça n'est pas tellement une actualité de la psychanalyse. Nous y venons. On est d'accord. Pourtant, Jacques Lacan, en 1974, pointe l'aspect increvable de la religion, son triomphe passé et à venir. Elle tient, dit-il, son efficace de sa capacité, je cite Jacques Lacan dans son Triomphe de la religion, à guérir les hommes, c'est-à-dire pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de ce qui ne va pas. Au XXIe siècle, l'islam fondamentaliste s'avère particulièrement propice à répondre à ce qui cloche dans le monde contemporain parce qu'insensible aux sirènes de la science, rivé à des traditions ordonnatrices des places et des rôles. Un ordre de faire à l'occasion. En outre, Jacques-Alain Miller, deuxième référence psychanalytique, dans un texte consacré à l'adolescence, texte qui s'intitule vous allez m'aider, qu'on trouve sur Internet. Vers l'adolescence ? Oui, c'est ça, oui. En direction de l'adolescence, voilà, souligne, au-delà de l'offre identificatoire, l'offre de satisfaction pulsionnelle ici en jeu. Je le cite, « Une nouvelle alliance entre l'identification et la pulsion ne serait-elle pas possible ? Les scènes de décapitation, prodiguées par l'État islamique à travers le monde entier et qui lui ont valu des milliers de recrues, et l'enthousiasme de ces scènes ne réalisait-il pas une nouvelle alliance entre l'identification et la pulsion spécialement ? Là, ce n'est pas de la sublimation, c'est-à-dire la pulsion agressive particulièrement. Il en tire une conséquence qui nous intéresse particulièrement ici. On nous parle, je cite toujours Jacques-Alain Miller, aujourd'hui de la déradicalisation des sujets qui ont été pris dans ce discours parce qu'on imagine qu'on va pouvoir déconstruire cette construction.
alors que, d'après moi, elle n'est pas de semblant. Elle est attachée à un réel de la jouissance qu'on ne va pas défaire comme ça, comme avec des petits boulons. La colère que signale Hugo Micheron et qui affecte tout un chacun doit être donc prise au sérieux. La colère, indique d'ailleurs Lacan, c'est quand les petites chevilles ne rentrent pas dans les petits trous, quand s'aperçoit que l'ordre symbolique n'a pas prise sur la dimension pulsionnelle, sur la jouissance. En ce sens, c'est la puissance du lien entre la construction discursive djihadiste issue de l'islam et ce réel de la jouissance qu'il ne nous faut pas oublier. Bien. Eh bien, effectivement, il vaut mieux savoir à quoi s'attendre. Et sur ces perspectives riantes, nous vous disons à la semaine prochaine.